Vous pensez connaître la Seconde Guerre mondiale, mais certaines de ces vérités les plus célèbres sont en réalité des mythes. Propagande, Hollywood, guerre froide, pendant 80 ans, ils ont façonné notre vision du conflit. Aujourd'hui, nous allons démonter 10 de ces mythes et après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais un film de guerre de la même façon. Numéro 10, le rationnement enthousiaste. Première image qu'on a tous en tête, l'Amérique pendant la guerre. Une nation unie derrière ses soldats qui se serrent les coudes. Au cinéma et à la télévision, la vie quotidienne de cette époque est presque toujours représentée comme un moment de communion nationale. Les films jouent souvent sur ce ressort de manière humoristique. Les comédies romantiques de cette période, par exemple, utilisent fréquemment la pénurie de logements pour faire rencontrer leurs héros. Quand le rationnement apparaît, il est présenté comme une simple gêne, une petite contrariété supportée avec le sourire qui donne l'impression que les Américains soutenaient le rationnement de manière stoïque, voire enthousiaste, comme une sorte de contribution volontaire à l'effort de guerre. La réalité est bien différente, car en pratique, le rationnement était presque universellement détesté. Pire, il a été massivement contourné. Comment ? Eh bien grâce au marché noir, un marché noir énorme qui a prospéré tout au long de la guerre dans toutes les villes américaines. Pour bien comprendre, il faut savoir ce que l'on rationnait exactement. Pas seulement 2 ou 3 produits, mais plusieurs centaines d'articles, comme par exemple la viande, le sucre, l'essence, le café, le beurre, les chaussures, les pneus et bien d'autres. Et ce n'était pas figé. Les listes changeaient régulièrement, les prix officiels aussi. Il fallait gérer en parallèle 2 choses, son argent et ses tickets de rationnement. Un véritable casse-tête. Personne n'aimait ça. Une précision importante au passage, le rationnement de l'essence aux États-Unis n'était pas dû à un manque de carburant. Les États-Unis étaient à l'époque le premier producteur mondial de pétrole. Le vrai problème, c'était le caoutchouc des pneus. Avec l'invasion japonaise de l'Asie du Sud-Est en 1941 et 1942, le Japon contrôlait désormais la quasi-totalité des plantations d'EVA. Or, sans caoutchouc, plus de pneus, plus de bandes de roulement, plus de ravitaillement. Rationner l'essence permettait donc de faire moins rouler les voitures et donc de préserver les pneus existants. Le marché noir touchait surtout 3 produits, la viande, le sucre et l'essence. Pour les obtenir, on obtenait soit des circuits parallèles, soit des faux tickets de rationnement contrefaits par des réseaux organisés. Très vite, des journalistes et des inspecteurs vont tester le système et le résultat est inquiétant. En effet, en quelques heures, il est possible d'acheter de grandes quantités de viande et ce sans aucun ticket. Conclusion, à l'époque, le marché noir est partout, structuré et organisé dans l'ombre. À noter que le gouvernement américain n'était pas dupe. Il a en effet publié des dizaines, voire des centaines d'affiches pour dénoncer le marché noir. Il a également appelé les Américains à refuser de fréquenter les commerçants qui trichaient avec le système. Il a aussi créé une agence spéciale, l'Office of Price Administration, l'OPA. Cette agence a d'ailleurs passé toute la guerre à traquer les fraudeurs. Pour relativiser, il faut savoir que le rationnement américain était relativement doux par rapport à ce que vivaient les Britanniques. En effet, au Royaume-Uni, le rationnement a été beaucoup plus strict et il a duré bien plus longtemps. Certains produits comme la viande sont restés rationnés jusqu'en 1954, soit 9 ans après la fin de la guerre. Les Britanniques ont vécu ce qu'on a appelé l'austérité bien plus durement que les Américains. Mais l'existence même de l'OPA et l'ampleur de ses efforts montrent à quel point la résistance au rationnement était forte aux États-Unis pendant la guerre. Si tout le monde avait été aussi enthousiaste que dans les films, on n'aurait pas eu besoin de tout cela. Numéro 9, la Wehrmacht ultra-mécanisée. Deuxième mythe, et celui-ci est très ancré dans l'imaginaire collectif. Quand vous pensez à l'armée allemande de 1939-1940, à quoi pensez-vous ? Probablement à des Panzers, un peu partout, de véritables colonnes blindées qui foncent à travers la France. C'est aussi des camions à perte de vue. En somme, une vraie machine moderne avec sa fameuse Blitzkrieg, la guerre éclair. Au passage, un mot sur ce terme, Blitzkrieg. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'une doctrine officielle de l'armée allemande. Eh bien, c'est faux. L'expression a en réalité été popularisée par les journalistes occidentaux, notamment américains, pour décrire les avancées rapides allemandes en Pologne et en France. Les militaires allemands, eux, n'utilisaient pas ce mot dans leurs documents officiels. Cette image vient surtout des films de guerre, mais aussi des actualités cinéma de l'époque, soigneusement sélectionnées par la propagande nazie. Et elle est restée comme un élément permanent du cinéma sur la Seconde Guerre mondiale.
Le problème, c'est que cette image est fausse à 80%, dirons-nous. Voici les vrais chiffres. Au début de la guerre, l'armée allemande, qu'on appelle la Heer, compte environ 135 divisions. Et sur ces 135 divisions, combien sont véritablement mécanisées? Eh bien, figurez-vous, seulement 16. Pas plus, pas moins. Les autres, que possédaient-elles comme véhicules? Eh bien, quelques voitures pour les officiers, quelques motos pour les estafettes, c'est-à-dire les soldats qui transmettaient les messages. Et puis quoi d'autre? En fait, des chevaux, beaucoup de chevaux même. Et pour cause, l'armée allemande qui balaie l'Europe occidentale et orientale en 1939, en 1940 et 1941 est en grande partie une armée à traction animale. On estime en effet aujourd'hui que la Wehrmacht a utilisé près de 3 millions de chevaux pendant l'ensemble du conflit. Ce sont eux qui tiraient les canons et les chariots de munitions, mais aussi le ravitaillement, la nourriture ainsi que l'équipement. Sans cette logistique animale, l'armée allemande ne pouvait pas avancer. Encore plus surprenant, quand l'Allemagne attaque la France en mai 1940, qui possède le plus de chars? Si vous pensiez à l'Allemagne, eh bien c'est perdu, car c'est bien la France qui en possédait davantage. Oui, vous avez bien entendu, les Français avaient plus de chars que les Allemands en 1940. Et de plus, la majorité de ces chars étaient même plus puissants que leurs adversaires allemands. Les Français disposaient également de plus de canons lourds. Quant au nombre des soldats, ils étaient à peu près équivalents dans les deux armées. Alors comment l'Allemagne a-t-elle remporté la campagne aussi rapidement? Pas grâce à un matériel supérieur, mais grâce à deux facteurs décisifs. Le premier, ce sont les tactiques. Les généraux allemands ont mis au point une manière nouvelle de combattre. Au lieu de disperser les chars sur tout le front, ils les concentrent en un seul point. Résultat, ils percent et foncent dans le tas sans s'arrêter. C'est ça, la véritable innovation allemande, et c'est elle qui fait la différence. Le grand théoricien de cette doctrine s'appelle Heinz Guderian. Cet officier avait publié, dès 1937, un livre intitulé Achtung Panzer, c'est-à-dire « Attention les chars », dans lequel il défendait l'idée d'une utilisation concentrée des blindés en coordination étroite avec l'aviation et la radio. Les Français et les Britanniques avaient accès à ces idées avant la guerre, sauf qu'ils ne les avaient pas suivies. Les Allemands, eux, les ont mises en pratique. Le deuxième facteur, eh bien, c'est la maîtrise du ciel. En effet, et ce grâce à l'aviation allemande, la Luftwaffe, qui est parvenue à obtenir la supériorité aérienne et à soutenir efficacement les troupes au sol. Voilà donc pour ce mythe. Désormais, vous savez que pendant toute la guerre, entre 75 et 80% des soldats allemands au combat ont dépendu essentiellement de la traction animale sur le terrain. Le rouleau compresseur d'acier qu'on voit dans tous les films, c'est en grande partie une fiction. La vraie armée allemande de la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout des fantassins, des chevaux et une élite blindée bien déployée. Numéro 8, l'US Army et les volontaires. Voici une autre image très forte. Décembre 1941, les Japonais attaquent la base de Pearl Harbor. Le lendemain, des millions de jeunes Américains se précipitent dans les bureaux de recrutement, prêts à mourir pour leur pays, tous volontaires et tous animés par le patriotisme. Cette image se retrouve dans pratiquement tous les films américains sur la guerre, sauf que quand on regarde les chiffres, le tableau change radicalement. Premier point essentiel à comprendre, la conscription américaine ne commence pas après Pearl Harbor, elle commence avant, plus d'un an avant l'attaque, dès 1940. Le 16 septembre 1940, le président Franklin Roosevelt signe le Selective Training and Service Act. C'est la première conscription en temps de paix dans toute l'histoire des États-Unis. À ce moment-là, les Américains ne sont pas en guerre, mais le gouvernement comprend que ça pourrait arriver bien plus vite que prévu. Résultat, il prépare ses troupes. Le succès du dispositif est pour le moins massif. Au total, ce sont environ 36 millions d'Américains qui s'inscriront sur les registres de conscription pendant la guerre. Deuxième point, oui, effectivement, après Pearl Harbor, il y a bien eu une vague de volontariat. Beaucoup de jeunes hommes se sont en effet engagés dans les semaines qui ont suivi l'attaque. Sauf que cette vague n'a pas duré très longtemps. Dès le début de l'année 1943, le système change. Le service militaire passe massivement par un seul canal, la conscription. Comment fonctionnait-elle concrètement ? Tous les hommes en âge de servir devaient s'inscrire sur les registres. Chacun recevait un numéro de tirage. Et ensuite, une loterie. Oui, une véritable loterie où le gouvernement tirait des numéros au hasard. Et si votre numéro sortait, vous receviez l'ordre de vous présenter à votre commission de recrutement locale et vous partiez à l'armée.
Une nuance intéressante, certains Américains se sont effectivement engagés comme volontaires, mais pas toujours pour les raisons que l'on imagine. Beaucoup le faisaient en effet pour pouvoir choisir leur arme avant d'être appelés au tirage au sort. Et pour cause, en s'engageant volontairement, on pouvait choisir la marine, l'aviation ou bien un corps spécifique, plutôt que de risquer d'être affecté à l'infanterie par la conscription. Ce n'était donc pas seulement du patriotisme, mais aussi un calcul rationnel. Le chiffre clé reste cependant sans appel. Sur tous les Américains qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 sur 3 étaient des conscrits et non pas des volontaires. Des hommes appelés sous les drapeaux par le sort, en fonction des besoins militaires plutôt que par patriotisme. C'est paradoxal, mais les États-Unis ont mobilisé proportionnellement plus de conscrits pendant la Seconde Guerre mondiale que pendant la guerre du Vietnam. Pourtant, c'est bien le Vietnam qui est resté dans les mémoires comme la guerre de la conscription. Parlons également des exemptions, c'est-à-dire les autorisations pour ne pas servir, car effectivement, elles ont existé. Celles-ci étaient décidées localement. Par qui ? Eh bien par les commissions de recrutement de chaque ville, composées de notables, hommes d'affaires influents, élus ou bien personnalités politiques locales. Comme dans toutes les guerres avec conscription, il y a eu des résistances. Certains ont ainsi essayé d'échapper au service. Et les abus du système n'étaient pas rares. Des passe-droits ont en effet existé, en fonction des relations qu'on entretenait avec les membres des commissions. L'image du jeune Américain qui court s'engager pour défendre la liberté est donc largement une fiction de cinéma. Elle existe, mais elle ne représente qu'une minorité. La majorité des soldats américains de la Seconde Guerre mondiale ont rejoint l'armée parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le choix. Numéro 7. Rommel, un anti-nazi. On arrive maintenant à un personnage célèbre, Erwin Rommel, surnommé le renard du désert, le général allemand le plus connu de la Seconde Guerre mondiale, sans contestation possible. L'image qu'on en a est très précise, un officier brillant, peut-être le meilleur tacticien de son époque, un gentleman d'une autre époque, d'un autre temps, fidèle à un certain code d'honneur militaire, un homme qui ne ressemblait pas aux fanatiques nazis qui auraient même comploté contre Hitler à la fin de la guerre. Bref, un général allemand presque sympathique. Cette image est partout, dans les films, dans les livres et dans les documentaires, mais elle pose un gros problème, car elle est largement fausse. Reprenons les faits calmement. Première chose qui est vraie, Rommel n'était pas membre du parti nazi. Beaucoup d'officiers de carrières allemands ne l'étaient d'ailleurs pas. C'était même assez mal vu dans certains cercles militaires traditionnels, qui considéraient l'engagement politique comme incompatible avec le métier des armes. Donc, ce point est effectivement exact. Mais voici la suite. Beaucoup moins connu, Rommel soutenait en effet personnellement Hitler, et pas qu'un peu, beaucoup même. Pendant des années, il a effectivement fait partie du cercle proche d'Hitler, et même mieux que cela, pendant la campagne de Pologne, en septembre 1939, savez-vous quel poste il occupait ? Eh bien, il commandait le bataillon chargé de la sécurité personnelle d'Hitler. Ce n'est pas un détail anodin, c'est même un poste hautement symbolique qui suppose une confiance totale de la part du Führer. Maintenant, parlons du génie tactique. Rommel a été un bon commandant, c'est indiscutable. Il a même obtenu des résultats spectaculaires en France et en Afrique du Nord, au début de la guerre. Il faut d'ailleurs rappeler que sa nomination en Afrique en 1941 visait au départ à secourir l'allié italien. Les troupes de Mussolini avaient en effet subi des défaites majeures face aux Britanniques en Libye, et l'Allemagne dut envoyer une force expéditionnaire pour stabiliser le front. C'est ainsi qu'est né l'Africa Corps. Mais sa réputation a été gonflée à un niveau qui dépasse largement ses véritables exploits. Prenons un exemple, à savoir son opération la plus souvent citée comme un chef-d'œuvre de tactique en Afrique. De quoi s'agit-il en réalité ? Eh bien, d'une retraite. Une retraite d'environ 2200 km face aux forces britanniques, qui étaient plus nombreuses et mieux équipées. Bien menée certes, mais une retraite, par définition, n'est pas une victoire. C'est l'art de perdre du terrain en limitant les pertes. Cette retraite a été précipitée par la défaite de Rommel à la bataille d'El Alamein en novembre 1942 face au général britannique Bernard Montgomery, qui en a fait la pierre angulaire de sa propre légende. À noter que Rommel a aussi joué un rôle important dans la défense de l'Europe occupée. C'est lui en effet qui a supervisé la construction d'une grande partie du mur de l'Atlantique, qui était ni plus ni moins que le système défensif allemand le long des côtes françaises, conçu pour repousser un éventuel débarquement allié.
Quand les Alliés débarquent en Normandie en juin 1944, ils affrontent des défenses pensées justement par Rommel. Sauf que là encore, ces défenses ne suffisent pas pour arrêter le débarquement. Alors comment est née la légende du général noble et anti-nazi ? Première étape, la propagande nazie elle-même. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, avait besoin de héros militaires pour soutenir le moral du peuple allemand. Il a donc fabriqué Rommel, affiches, articles, actualités cinéma, ainsi que des émissions de radio. Rommel est devenu une véritable star nationale, présenté comme le génie incarné de la Wehrmacht. Deuxième étape, et c'est la plus intéressante, les Britanniques et les Américains ont contribué à entretenir le mythe après la guerre. Pourquoi ? Eh bien pour des raisons politiques précises. Au lendemain du conflit, la guerre froide commence. L'Union soviétique occupe l'Europe de l'Est et ne montre aucune intention de s'en retirer. Les Occidentaux comprennent qu'il leur faut une Allemagne de l'Ouest forte, alliée et même réarmée. Ils veulent donc en conséquence recréer une armée allemande capable de se tenir aux côtés de l'OTAN face aux Soviétiques. Mais comment justifier une telle reconstruction après les horreurs commises ? Il faut donc des bons Allemands, des officiers présentables qui n'ont pas trempé dans les crimes. Rommel devient donc, à titre posthume, le symbole parfait de cette opération. On le présente comme un militaire d'honneur, un professionnel et un gentleman, étranger à l'idéologie nazie tout au long de sa carrière. Cette construction sert directement les besoins politiques de l'époque. Et pour clore le sujet de Rommel, il faut aussi parler de sa mort. En octobre 1944, après l'échec de l'attentat contre Hitler du 20 juillet 1944, plusieurs conjurés mentionnent le nom de Rommel sous la torture. Hitler hésite à l'arrêter publiquement par crainte de l'effet sur le moral. Il propose donc à Rommel un choix, un procès devant le tribunal du peuple qui ruinerait sa famille, ou bien un suicide par empoisonnement accompagné de funérailles nationales. Rommel choisit le poison et meurt le 14 octobre 1944. Mais son rôle exact dans le complot reste à ce jour disputé par les historiens. Il avait peut-être eu des contacts avec les conspirateurs, mais rien ne prouve qu'il ait soutenu activement l'assassinat. Et cette ouverture éventuelle ne s'est produite qu'à la toute fin, quand la défaite allemande était évidente. Pendant l'écrasante majorité de la guerre, il a soutenu Hitler sans réserve. Le mythe a été construit à la fois par Goebbels, par la rhétorique churchillienne, mais aussi par une révision de l'histoire menée par les Alliés après-guerre. Numéro 6, les Allemands obsédés par Patton. Vous connaissez peut-être le film Patton, sorti en 1970, un grand classique du cinéma américain. George C. Scott, dans le rôle principal, 7 Oscars, dont celui du meilleur film, un succès énorme à sa sortie. Que voit-on dans ce film ? Eh bien, un général américain flamboyant, charismatique, mais également brutal et brillant. Et surtout, les Allemands semblent le craindre énormément. Ils suivent en effet ses moindres déplacements, ils paniquent même quand ils apprennent où il se trouve. Pour eux, Patton est l'ennemi numéro 1 parmi tous les commandants alliés. Belle histoire, et Patton lui-même aurait certainement adoré cette représentation. Le problème, c'est qu'elle ne correspond pas vraiment à la réalité. Que disent les archives allemandes ? Eh bien, des analyses menées après-guerre ont montré une réalité bien différente. Avant 1944, les Allemands ne s'intéressent pratiquement pas à Patton. Ce n'est pas un général qu'ils craignent particulièrement. C'est un nom parmi d'autres dans la masse des officiers américains. Quand Patton prend le commandement de la 3e armée en 1944, là oui, ils commencent à le suivre de plus près. Mais comme ils suivent les autres commandants alliés, rien de spécial, aucune fascination ni aucune obsession particulière. Alors d'où vient cette légende ? Eh bien de Patton lui-même. C'était en effet un véritable maître de la communication, mais aussi de l'autopromotion. Mais comment se mettait-il en scène ? Eh bien d'abord par son apparence. Patton s'habillait en effet de manière très spectaculaire. Pantalons de cavalerie, bottes brillantes et surtout ces fameux pistolets, des revolvers à crosse en ivoire qui sont devenus l'un de ses symboles. Il portait également un casque ultra poli sur lequel ses étoiles de général étaient bien visibles, même de loin. Une raison à cela, il voulait qu'on le reconnaisse au premier regard. Voici un exemple concret de sa stratégie de communication. En Sicile, en 1943, 2 mules bloquent un pont, ralentissant l'avancée de ses troupes. Que fait Patton ? Eh bien, il fait abattre les mules sur place. Ensuite, et c'est le plus intéressant, il s'assure que tous les correspondants de guerre qui accompagnent ses troupes soient au courant de l'incident. La scène devient une anecdote célèbre. Les journaux la représentent. Patton est ravi, son image de chef décidé et impitoyable se renforce.
Sa philosophie, il l'avait d'ailleurs écrite noir sur blanc des années plus tôt. Entre les deux guerres mondiales, Patton a en effet publié un livre intitulé « Le secret de la victoire ». Il y livre une idée centrale. Pour lui, un chef doit être un acteur. Il doit jouer son rôle, sinon il ne convaincra pas ses hommes. Et c'est précisément ce qu'il a fait pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il a joué son rôle. Il a vécu son personnage, tellement bien d'ailleurs que ses propres supérieurs étaient parfois exaspérés par ses excès. Eisenhower, son supérieur direct, a dû en effet le rappeler à l'ordre à plusieurs reprises. Le plus grave incident date d'août 1943 en Sicile. Ce jour-là, Patton, en visite dans 2 hôpitaux militaires, gifle 2 soldats américains qui souffraient de ce qu'on appelait à l'époque la fatigue de combat et qu'on appellerait aujourd'hui un syndrome de stress post-traumatique. Pour Patton, il s'agissait de lâcheté. Le scandale, quand il éclate dans la presse américaine, manque de mettre fin à sa carrière. Il sera même mis sur la touche pendant plusieurs mois. Mais c'est ici qu'apparaît un détail particulièrement intéressant. Au moment du débarquement de Normandie, en juin 1944, les Alliés ont mis en place une opération de tromperie massive, baptisée Opération Fortitude. L'objectif, faire croire aux Allemands que le vrai débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais et non en Normandie. Pour rendre ce mensonge crédible, ils ont créé une fausse armée de toutes pièces, avec des chars gonflables, des camps factices et des messages radio fictifs. Et qui ont-ils placé à la tête de cette armée fantôme? Je vous le donne en mille, George S. Patton. Pourquoi lui? Eh bien précisément parce que les Alliés pensaient que les Allemands le craignaient et le surveillaient particulièrement. Si Patton commandait une armée massée dans le sud de l'Angleterre, les Allemands en concluraient que le vrai coup serait porté à cet endroit. Il faut dire que le plan a bien fonctionné, car les Allemands ont laissé d'importantes réserves dans le Pas-de-Calais pendant des semaines après le débarquement de Normandie, attendant Patton et son armée fictive. Mais ce que cet épisode révèle, c'est que la peur allemande de Patton existait surtout dans la tête des stratèges alliés. Les Allemands suivaient Patton, oui, mais sans plus de fascination que pour les autres généraux. Aux yeux de ses adversaires, il est resté avant tout une diva, une figure cabotine, brillante mais surfaite. Pas l'ennemi à abattre en priorité. Le mythe Patton, c'est avant tout l'œuvre de Patton lui-même, et gonflé après-guerre par l'industrie cinématographique. C'est justement le film de 1970 qui a fixé cette légende dans nos têtes pour les générations à venir. Numéro 5, la Grande-Bretagne seule en 1940. Voici un mythe particulièrement puissant et même, disons-le, émouvant. Été 1940, la France vient de tomber. L'armée britannique a évacué le continent depuis Dunkerque et d'autres ports de la Manche. Les soldats français déposent les armes et soudain, dit-on, la Grande-Bretagne se retrouve seule. Une petite île courageuse face à la puissance militaire de l'Allemagne nazie et de son alliée italienne. David contre Goliath en somme. Une nation entière qui résiste, isolée contre toute l'Europe occupée. Cette image se trouve dans pratiquement tous les films sur la chute de la France et le début de la bataille d'Angleterre. Elle est centrale dans la mémoire britannique de la guerre. Mais d'où vient-elle, cette image? Eh bien, principalement des discours de Winston Churchill, lui-même Premier ministre depuis quelques semaines à peine. Churchill multiplie les discours à la Chambre des communes et à la radio britannique. Dans beaucoup d'entre eux, il s'adresse en réalité autant au peuple américain qu'aux Britanniques. Son objectif est clair, faire entrer les États-Unis dans la guerre, et pour cela, il joue sur un ressort qu'il connaît bien, la sympathie traditionnelle des Américains pour les outsiders, en fait, pour ceux qui résistent malgré tout. Sauf que la Grande-Bretagne n'était pas totalement seule. Pour bien comprendre, il faut se rappeler ce qu'était la Grande-Bretagne en 1940. Pas seulement une île d'Europe, mais le centre du plus grand empire de la planète. L'Empire britannique couvre alors plus de 25% du globe, soit un quart de la surface terrestre. Cet empire comprend de nombreux territoires, le Canada, l'Inde, de grandes parties de l'Asie, l'Afrique du Sud, la Rhodésie, mais également l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que de multiples îles dans les Caraïbes et ailleurs. Que cela signifie-t-il concrètement en temps de guerre? Eh bien, cela signifie un accès à des ressources colossales, du pétrole, du caoutchouc, du charbon, du minerai de fer et de la nourriture en quantité venue du monde entier. Tout cela arrivait en effet dans les ports britanniques, malgré les attaques sous-marines allemandes dans l'Atlantique. Mais cela signifie aussi des hommes, en fait des millions de soldats venus de l'Empire, canadiens, indiens, australiens, néo-zélandais, sud-africains.
À titre d'exemple, l'armée indienne britannique a fourni au cours du conflit la plus grande armée de volontaires de l'histoire, plus de 2,5 millions d'hommes. Tous ont combattu aux côtés des forces britanniques, sur le sol même britannique, mais aussi en Afrique du Nord, en Italie, en Birmanie et ailleurs. Il y a un autre élément capital à mentionner. Même avant l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, les Américains apportaient déjà un soutien massif à la Grande-Bretagne. À partir de mars 1941, le président Roosevelt fait ainsi voter par le Congrès une loi décisive, le Land-Lease, ou prêt-bail en français. Cette loi permettait au gouvernement américain de fournir gratuitement ou à des conditions très avantageuses des armes, du carburant, des véhicules et de la nourriture aux pays alliés des États-Unis. Avant même Pearl Harbor, la Grande-Bretagne recevait donc déjà des quantités considérables de matériel américain. Elle n'était donc ni économiquement ni militairement aussi seule qu'on l'a dit. Il faut aussi mentionner, bien évidemment, les forces françaises libres. Après l'appel du général Charles de Gaulle le 18 juin 1940, depuis Londres, des milliers de Français refusent l'armistice et continuent le combat aux côtés des Britanniques. À ces soldats, à ces Français libres s'ajoutent des unités venues de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Norvège, des Pays-Bas et de Belgique. Ces gouvernements en exil, installés à Londres, apportaient leurs propres soldats à la coalition. Le mythe de la Grande-Bretagne seule est donc le produit de la rhétorique de Churchill et d'une écriture chauvine de l'histoire après la guerre. Quand on examine simplement les faits, ce mythe apparaît comme une jolie fiction, une sorte de romance patriotique. Même les pilotes de la Royal Air Force, à juste titre considérés comme des héros, n'étaient pas tous britanniques. Loin de là, pendant la bataille d'Angleterre, on retrouve en effet dans la RAF des pilotes venus de nombreux pays, des Sud-Africains, des Rhodésiens, des Néerlandais, des Polonais, particulièrement nombreux d'ailleurs et reconnus pour leur efficacité, mais aussi des Français libres, des Belges, des Canadiens et même une poignée de volontaires américains. Tous ont volé sous les couleurs britanniques pendant ce qu'on a appelé l'heure la plus sombre du Royaume-Uni. L'image d'une île isolée et solitaire est belle, sauf qu'elle ne résiste pas vraiment à un examen sérieux des faits. Numéro 4. David contre Goliath. On reste sur la même période et le même pays. Été et automne 1940, la bataille d'Angleterre. Pour rappel, la bataille d'Angleterre est cette campagne aérienne par laquelle l'Allemagne tente de forcer la Grande-Bretagne à se rendre, ou bien à accepter une invasion. C'est un duel aérien massif au-dessus du sud de l'Angleterre, principalement entre la Royal Air Force et la Luftwaffe. L'image qu'on en a est claire. Quelques jeunes pilotes britanniques, fatigués mais héroïques, dans leurs petits chasseurs Spitfire et Hurricane. Face à eux, l'énorme Luftwaffe allemande, plus nombreuse et mieux équipée. Cependant, par leur courage, les pilotes britanniques l'emportent. Un véritable miracle militaire en somme. Le courage des pilotes était bien réel, il ne s'agit pas de le nier. Sauf que le rapport de force, lui, n'était pas du tout celui qu'on imagine. La RAF avait en réalité plusieurs avantages décisifs. Premier avantage, et probablement le plus important, le radar. Les Britanniques avaient en effet développé dans les années qui ont précédé la guerre un système de détection radar le long de leurs côtes. Ce système s'appelait Chain Home. Comment cela fonctionnait-il ? Eh bien, quand les avions allemands décollaient et traversaient la Manche, les radars britanniques les détectaient très tôt. En fait, avant même qu'ils n'arrivent sur la côte. Les Britanniques connaissaient leur nombre, leur direction et souvent leur altitude. Mais le radar n'était que la première brique du dispositif. L'ensemble du système, qu'on appelle aujourd'hui le système Dowding, du nom du maréchal Hugh Dowding, qu'il avait conçu, intégrait les informations radar avec un réseau d'observateurs au sol, une centrale de filtrage des données et un commandement centralisé qui pouvait diriger en temps réel les escadrilles de chasseurs vers les cibles. C'était pour l'époque une véritable révolution dans la conduite de la guerre. Les Allemands, eux, n'avaient aucun système comparable. Le système Chain Home a été mis en service juste avant la guerre et il a donné aux Britanniques un avantage déterminant. Comment ? Eh bien en leur permettant de garder leurs chasseurs au sol jusqu'au dernier moment. Plus besoin de patrouilles permanentes qui consommaient une quantité énorme de carburant et usaient les pilotes. Dès qu'un raid allemand était repéré, les chasseurs décollaient et étaient guidés directement vers les avions ennemis. Deuxième avantage, le terrain de combat. La bataille se déroulait essentiellement dans le ciel britannique, pas vraiment dans le ciel allemand, et cela change tout. Voici pourquoi. Prenons un cas concret. Un pilote britannique est touché, son avion est en flammes, et il saute en parachute.
où atterrit-il? Eh bien, le plus souvent en Angleterre, en Écosse ou dans les eaux côtières, où il peut être rapidement secouru. Quelques jours plus tard, après un peu de repos ou de soins, il est de nouveau au combat. Maintenant, prenons le cas d'un pilote allemand, touché lui aussi. Il saute en parachute, mais où atterrit-il? En Angleterre évidemment, sauf que lui devient prisonnier de guerre et sans doute pour toute la durée du conflit. À noter que la plupart des pilotes allemands capturés à ce moment-là étaient envoyés au Canada dans des camps spécialement aménagés. Donc, à chaque fois qu'un avion tombait, les conséquences n'étaient pas équivalentes. Pour les Allemands, perdre un appareil signifiait souvent perdre l'avion et le pilote. Pour les Britanniques, c'était souvent perdre seulement l'avion, qui pouvait être remplacé en quelques semaines par les usines britanniques. Les pilotes, eux, restaient et remontaient en selle. Troisième avantage, le carburant. Les avions allemands devaient traverser la Manche pour arriver au-dessus de l'Angleterre, puis la retraverser pour rentrer à leur base. Combien de temps pouvaient-ils rester au-dessus du territoire britannique? En fait, très peu. Le principal chasseur allemand, le Messerschmitt Bf-109, ne disposait que d'une vingtaine de minutes d'autonomie au-dessus du sud de l'Angleterre et de seulement 10 à 15 minutes au-dessus de Londres. Au-delà, il devait rentrer immédiatement ou s'écraser en mer, en panne sèche. Ce qui voulait dire une mort presque certaine. Les pilotes britanniques, eux, étaient chez eux. Ils pouvaient combattre tant que leurs munitions tenaient. Ils pouvaient aussi atterrir, refaire le plein, recharger et redécoller dans la même journée. À ces avantages structurels s'ajoute une erreur stratégique majeure des Allemands. À la fin de l'été 1940, la Luftwaffe était sur le point de mettre la RAF à genoux en bombardant systématiquement ses bases, ses usines aéronautiques et ses radars. Sauf qu'en septembre 1940, Hitler change de cible. Furieux d'un bombardement britannique sur Berlin, il ordonne de viser désormais les villes et particulièrement Londres. C'est le début du fameux Blitz, ces longs mois de bombardements urbains. Cette décision donne un répit décisif à la RAF, qui peut se reconstituer pendant que les bombardiers allemands tuent des civils, mais épargnent les bases aériennes. Les pilotes britanniques tournent alors la situation à leur avantage. Le 15 septembre 1940, jour souvent considéré comme décisif, la Luftwaffe subit des pertes telles qu'elle abandonne progressivement l'idée d'écraser la RAF. À noter que la bataille d'Angleterre, qui doit son nom à un célèbre discours de Winston Churchill, marque le premier grand échec militaire de l'Allemagne nazie. Incapable de vaincre la Royal Air Force, la Luftwaffe ne parvient pas à obtenir la supériorité aérienne indispensable à une invasion du Royaume-Uni. Cet échec va affaiblir considérablement le prestige d'Hermann Göring, commandant justement de la Luftwaffe. Quoi qu'il en soit, cette bataille reste encore aujourd'hui entourée de nombreux mythes et idées reçues, car contrairement à ce que l'on entend souvent, elle ne fut jamais un simple affrontement entre David et Goliath. Voilà en fait les chiffres réels. Environ 2900 pilotes ont volé pour la RAF pendant la bataille d'Angleterre, à peu près le même nombre que pour la Luftwaffe. Et sur ces 2900 pilotes côté britannique, environ 20% venaient d'autres nations, européens en exil, pilotes de l'Empire britannique ou bien volontaires américains. Le combat était donc bien plus équilibré qu'on ne le raconte au cinéma. Et surtout, les avantages techniques et géographiques penchaient même clairement du côté britannique. Numéro 3, les crimes de la Wehrmacht. Voilà un mythe particulièrement important et même très répandu encore de nos jours. L'idée centrale est la suivante. Pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a commis les crimes de guerre allemands? Pour beaucoup, il s'agit des SS et de la Gestapo, les fanatiques du parti nazi en somme, et pas vraiment la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée régulière allemande. Selon cette version, les soldats normaux faisaient simplement leur devoir militaire, sans participer aux atrocités, et parfois même sans en avoir connaissance. On appelle ce mythe celui de la Wehrmacht propre. Avant d'aller plus loin, un mot pour bien comprendre les termes. La Wehrmacht désigne l'ensemble des forces armées allemandes pendant la guerre. Elle se compose de 3 branches principales. La Heer, qui est l'armée de terre, la Kriegsmarine, qui est la marine de guerre, et la Luftwaffe, qui est l'aviation. Voilà ce que l'on entend par Wehrmacht. À côté, on trouve les SS, l'organisation paramilitaire et politique du parti nazi, et la Gestapo, la police secrète d'État. Alors quand est donc apparu ce mythe de la Wehrmacht propre? Eh bien, dans les années 1950, à mesure que l'ampleur des crimes commis se révélait.
Et il a été massivement renforcé par les films, les séries télévisées et les livres populaires. Les raisons de cette construction sont avant tout politiques. En effet, au lendemain de la guerre, les Soviétiques occupent une grande partie de l'Europe de l'Est et il devient clair qu'ils ne se retireront pas des pays qu'ils ont libérés. La guerre froide a commencé. Les alliés occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont besoin de renforcer d'urgence leur position face au bloc soviétique. Très vite, l'idée de recréer une armée allemande de l'Ouest est mise sur la table. Plusieurs grands dirigeants occidentaux soutiennent cette idée, parmi lesquels Eisenhower, futur président américain et chef des armées alliées en Europe pendant la guerre. La République fédérale d'Allemagne créera officiellement sa nouvelle armée, la Bundeswehr, en 1955. Mais comment justifier une telle reconstruction quelques années à peine après les horreurs commises par cette même armée? La solution adoptée a donc été d'innocenter la Wehrmacht, de faire reposer la responsabilité des crimes uniquement sur les SS et la Gestapo. Le mythe de la Wehrmacht propre est ainsi né d'une nécessité politique de la guerre froide. Sauf que ce mythe de la Wehrmacht propre est faux. Les troupes de l'AIR, c'est-à-dire l'armée régulière allemande, ont en effet commis des crimes de guerre contre des civils dès les tout premiers jours de la campagne de Pologne en septembre 1939. Ces crimes ont parfois été rationalisés à l'époque comme des nécessités de sécurité face aux partisans ou comme la simple obéissance à des ordres venus d'en haut. Mais cela ne change rien à leur nature. Il s'agissait bien de crimes de guerre commis volontairement. L'image se confirme et s'aggrave par la suite. Au moment de l'invasion de l'Union soviétique, en juin 1941, le commandement allemand publie un texte appelé « Ordre concernant les commissaires ». Cet ordre demande explicitement aux soldats de la Wehrmacht d'exécuter sur place tous les commissaires politiques soviétiques capturés, et ce, sans procès. Beaucoup d'unités l'appliqueront le même été en septembre 1941 à Babi Yar, près de Kiev. Plus de 33 000 juifs sont massacrés en 2 jours. L'opération est conduite par les Einsatzgruppen, unités spéciales SS, mais avec le soutien actif d'unités de la Wehrmacht, qui sécurisent les abords du site. Sur le front de l'Est, la Wehrmacht participe également au traitement inhumain des prisonniers de guerre soviétiques. Sur les 5,7 millions de soldats soviétiques capturés pendant la guerre, plus de 3 millions mourront en captivité, principalement de faim, de froid et suite aux exécutions. C'est un chiffre absolument vertigineux. Ces crimes ont été établis par les historiens à partir de documents allemands eux-mêmes, des ordres écrits, des journaux d'unité, des rapports internes, mais aussi des photographies prises par les soldats eux-mêmes. Un événement important a contribué à briser publiquement le mythe. Entre 1995 et 1999, l'Institut d'histoire sociale de Hambourg a organisé une exposition itinérante qui a circulé en Allemagne et en Autriche. Son titre en français, « Guerre d'extermination, crimes de la Wehrmacht ». Elle présentait des milliers de photographies prises par des soldats allemands ordinaires, montrant leur participation à des massacres de civils sur le front de l'Est. Cette exposition a profondément bouleversé l'opinion allemande en confrontant le grand public à la réalité documentée de la participation de la Wehrmacht aux crimes de guerre. Beaucoup de familles allemandes ont alors compris, parfois pour la première fois, ce que leurs grands-pères avaient réellement fait pendant la guerre. Bien sûr, il faut être nuancé. Tous les soldats allemands n'ont pas commis de crimes et ce serait même absurde de le prétendre. Beaucoup se sont en effet contentés de combattre. Beaucoup étaient horrifiés par ce qu'ils voyaient, mais ont fermé les yeux par peur, par discipline ou bien tout simplement par lâcheté. Sauf que l'idée selon laquelle la Wehrmacht serait restée à l'écart des crimes ne tient pas. Toutes les branches de l'armée allemande, ainsi que les unités paramilitaires, ont été impliquées à des degrés divers dans des crimes de guerre. C'est aujourd'hui un fait historique, solidement établi. Le mythe de la Wehrmacht propre a survécu longtemps, en grande partie grâce au cinéma et à la mémoire entretenue par les anciens combattants allemands. Mais les historiens, depuis plusieurs décennies, l'ont démonté pièce par pièce. Numéro 2, 2 bombes et le Japon capitule. On arrive à l'avant-dernier mythe, et celui-là est probablement le plus enseigné dans les écoles partout dans le monde. L'histoire qu'on raconte est simple. En août 1945, les États-Unis larguent 2 bombes atomiques sur le Japon. La première sur Hiroshima le 6 août, la seconde sur Nagasaki le 9 août. Le choc est tel que le Japon, terrifié, capitule quelques jours plus tard. Sans la bombe, dit-on, la guerre aurait duré encore des années et coûté des millions de vies supplémentaires. Cette version, on la retrouve partout,
Tous les films sur la fin de la guerre du Pacifique la racontent. L'image du champignon atomique précède en général celle des foules en délire à Times Square, célébrant la fin du conflit. Avant d'aller plus loin, situons le contexte politique. Le président américain qui prend la décision d'utiliser la bombe n'est pas Franklin Roosevelt. Roosevelt est en effet mort le 12 avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre en Europe. C'est son vice-président, Harry Truman, qui lui succède. Il est donc en poste depuis seulement 4 mois lorsqu'il autorise les bombardements atomiques. À noter que Truman découvre d'ailleurs l'existence du programme Manhattan, le projet secret de fabrication de la bombe, après avoir prêté serment. Ce que les films ne montrent pas, c'est ceci. Les 2 bombardements atomiques n'étaient pas, et de loin, les bombardements les plus dévastateurs subis par le Japon pendant la guerre. Ça peut sembler bizarre, effectivement, sauf qu'avant Hiroshima, les Américains bombardaient déjà le Japon de manière massive, avec notamment des bombes incendiaires particulièrement redoutées qui mettaient le feu à des quartiers entiers de villes en bois. Plus de 60 villes japonaises avaient déjà été détruites par ces bombardements. La population civile était tout simplement terrorisée. L'exemple le plus connu est celui de Tokyo, dans la nuit du 9 au 10 mars 1945. Cette opération, baptisée Meeting House par les Américains, a mobilisé plus de 300 bombardiers P-29. En une seule nuit, environ 100 000 personnes ont péri. Plus de 40 km² de la ville sont rasés. C'est davantage de morts que ce que provoquera dans un premier temps la bombe d'Hiroshima. Et ce type de bombardement s'est répété sur des dizaines d'autres villes japonaises. Les villes choisies pour les bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, l'ont d'ailleurs été en partie parce qu'elles avaient été relativement épargnées par les bombardements précédents. Cela permettait, pensaient les militaires américains, de mieux mesurer l'effet de la nouvelle arme. Hiroshima abritait également un quartier général militaire et une garnison. Nagasaki était quant à lui un centre industriel important. Donc, ajouter Hiroshima et Nagasaki, c'est évidemment terrible, d'autant plus qu'il s'agit de bombes atomiques. Mais pour les Japonais, ce n'est pas un choc plus grand que ce qu'ils subissaient déjà, puisqu'ils étaient déjà sous un bombardement total et permanent. Plusieurs facteurs ont en réalité conduit le Japon à accepter la capitulation. Quelques semaines auparavant, les Alliés avaient publié la déclaration de Potsdam, le 26 juillet 1945. Ce texte exigeait la capitulation sans condition du Japon, sous peine de destruction prompte et totale. Le gouvernement japonais l'avait rejeté et la bombe est donc arrivée comme la concrétisation de cette menace. Mais cette capitulation, présentée comme sans condition, comportait en fait plusieurs conditions sur lesquelles les Japonais ont insisté. La première condition était de conserver l'empereur sur son trône. Pour le Japon, l'empereur Hirohito représentait bien plus qu'un souverain politique. Il était une figure quasi divine. Le Japon a refusé toute solution qui aurait impliqué son renversement. Les Alliés ont fini par céder sur ce point et Hirohito conservera son rang jusqu'à sa mort en 1989. La deuxième condition était le retrait des troupes soviétiques, car il faut comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Le 8 août 1945, c'est-à-dire entre Hiroshima et Nagasaki, l'Union soviétique déclare la guerre au Japon et elle envahit la Mandchourie, vaste région chinoise occupée par les Japonais depuis les années 1930. L'invasion est massive, environ 1,5 million de soldats soviétiques, des milliers de chars et une armée moderne aguerrie par 4 années de guerre contre l'Allemagne. En quelques jours, l'armée japonaise du Kwantung, qui défendait la Mandchourie, est mise en déroute. Pour le Japon, c'est une véritable catastrophe stratégique. Pourquoi ? Eh bien parce que sa marine a déjà été détruite dans le Pacifique. Sa force aérienne est exsangue. Et maintenant, il doit faire face à une nouvelle armée gigantesque sur un nouveau front, cette fois du côté du continent. C'est donc une guerre sur 2 fronts, alors que le Japon n'a plus les moyens d'en mener un seul. Enfin, troisième élément très important, le Japon était déjà battu militairement et économiquement. En effet, plus de pétrole, plus de carburant et plus de matières premières. Les usines tournaient à peine, la marine n'existait quasiment plus et surtout la population manquait de nourriture et de médicaments. Même les militaires les plus fanatiques savaient à ce moment-là que la victoire militaire était impossible. Il était devenu clair pour tous les responsables japonais, même les plus vats en guerre, que les Américains ne renonceraient pas et que les Soviétiques arrivaient. Au final, c'est l'empereur lui-même qui a pris la décision d'accepter la capitulation et il a annoncé à son peuple par un discours radiodiffusé le 15 août 1945.
Pour la première fois de l'histoire du Japon, l'empereur s'adressait directement à ses sujets par la voix. Beaucoup de Japonais qui n'avaient jamais entendu sa parole eurent du mal à comprendre le langage extrêmement formel qu'il utilisait. Donc, qu'est-ce qui a réellement fait capituler le Japon ? Pas seulement la bombe donc, mais en fait, un ensemble de facteurs convergents. Le bombardement total et continu des villes par les armes conventionnelles, mais aussi l'effondrement économique, ainsi que l'invasion soviétique en Mandchourie et la perte de la marine et de l'aviation. Certes, la bombe atomique aussi, ainsi que la menace de bombes supplémentaires, mais elle est l'un des facteurs et non l'unique facteur. Le mythe de la bombe, qui aurait tout terminé, est donc une extrême simplification. Elle est restée pour des raisons compréhensibles, car elle justifie après coup l'utilisation de l'arme nucléaire, en présentant cette utilisation comme la seule manière d'éviter une longue guerre encore plus meurtrière. Cette histoire arrange bien sûr tout le monde, à commencer par les États-Unis. Barbarossa, la faute d'Hitler. On arrive au numéro 1, et celui-là va peut-être vous surprendre. L'idée traditionnelle est la suivante: quelle a été la plus grande erreur d'Hitler pendant la guerre ? Évidemment, l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941, qu'on appelle l'opération Barbarossa. Comme Napoléon en 1812, Hitler aurait répété la même bêtise stratégique. S'attaquer à un pays trop loin, trop grand, avec un hiver rude et des distances colossales à parcourir. Une faute majeure aux conséquences désastreuses. Cette version est presque universelle. Elle se trouve dans les livres, dans les manuels et dans les documentaires. Mais soyons clairs dès le départ, elle n'est pas totalement fausse. L'invasion de l'URSS était effectivement une énorme erreur. Une erreur dramatique dont les conséquences ont été incalculables. Mais attention, ce n'était pas la plus grosse erreur d'Hitler. Cette invasion, en juin 1941, n'est en réalité que la première salve d'une série d'erreurs en cascade, qui se sont enchaînées jusqu'à la fin du conflit. Détail révélateur, les troupes allemandes qui envahissent l'Union soviétique ne sont pas équipées pour l'hiver. En effet, elles n'ont pas d'uniforme adapté au froid extrême et pas non plus d'équipement spécifique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'Hitler s'attendait à une campagne très courte. Il pensait gagner avant la fin de l'automne 1941. On peut comprendre son raisonnement. Jusque-là, toutes les campagnes terrestres allemandes avaient été des succès. Vite menées, vite gagnées. La Pologne en 1939, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et la France au printemps 1940. Tout s'était passé en quelques semaines à chaque fois. Évidemment, la guerre contre les soviétiques a brisé ce schéma, surtout à l'hiver 1941, avec des soldats allemands grelottant dans leurs uniformes d'été, à des centaines de kilomètres de leur base, devant les portes de Moscou. Mais ce n'est pas là que se situe la pire erreur d'Hitler. Cette erreur est venue plus tard, en décembre 1941. Voilà la situation. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Le lendemain, le 8 décembre, le président américain, Franklin Delano Roosevelt, prononce un célèbre discours devant le Congrès et déclare la guerre au Japon. Sa phrase la plus connue est sans doute celle qui qualifie le 7 décembre 1941 de date qui restera marquée du sceau de l'infamie. Maintenant, écoutez bien ce point essentiel. Dans son discours, Roosevelt ne mentionne pas l'Allemagne, pas une seule fois, et pas non plus un mot sur Hitler ou même sur le régime nazi. La déclaration de guerre américaine ne vise que le Japon. Pourquoi ? Eh bien parce que l'opinion publique américaine est focalisée sur le Japon. Effectivement, ce sont les Japonais qui ont attaqué. La colère populaire, l'envie de revanche sont dirigées contre le Japon, pas contre l'Allemagne. Pour Roosevelt, c'est en réalité un problème stratégique. Le président américain comprenait depuis longtemps qu'il faudrait à terme se battre aussi contre l'Allemagne. Comme on l'a vu, il soutenait déjà discrètement les Britanniques et les Soviétiques par le biais du Lend-Lease, le programme de pré-bail. Mais il savait qu'une partie de la population américaine, encore profondément isolationniste, n'était pas prête à s'engager dans le conflit européen. Comment allait-il donc s'y prendre pour entraîner les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne ? Il faut souligner que jusque-là, Hitler avait été lui-même prudent. Malgré des incidents répétés dans l'Atlantique entre sous-marins allemands et navires américains, il avait évité toute déclaration formelle de guerre. Il ne voulait pas provoquer Roosevelt prématurément. Cette retenue allait s'effondrer en 4 jours.
Le 11 décembre 1941, soit 4 jours seulement après Pearl Harbor, Hitler fait quelque chose d'extraordinaire. Il déclare lui-même la guerre aux États-Unis. Personne ne l'y oblige, absolument personne. Et pour cause, le pacte tripartite signé entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon en septembre 1940 ne le contraint pas à un tel geste. Ce pacte prévoyait certes une assistance mutuelle si l'un des trois était attaqué, mais Pearl Harbor, en l'occurrence, était une attaque japonaise et non une attaque sur le Japon. Hitler aurait très bien pu invoquer cette nuance pour rester en dehors. Il a choisi le contraire. La preuve que ce pacte n'imposait rien, les Japonais de leur côté n'ont jamais déclaré la guerre à l'Union soviétique. Les Japonais respectaient en effet leurs propres intérêts, pas les obsessions d'Hitler. Quoi qu'il en soit, le résultat de cette décision d'Hitler est gigantesque. Premier effet, tout simplement Roosevelt n'a plus aucun problème de politique intérieure. L'opinion américaine bascule immédiatement. Maintenant que c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre, tout devient plus simple. Les États-Unis adoptent même la stratégie dite « Allemagne d'abord ». Cela signifie que l'effort militaire principal des Américains sera dirigé contre l'Allemagne et non contre le Japon. Le Japon est traité comme un théâtre secondaire dans les premières années. Deuxième effet, celui de l'industrie américaine qui entre dans la guerre. Et là, il faut bien mesurer ce que cela représente. À cette époque, les États-Unis sont la première puissance industrielle de la planète, la plus grande et même de très loin. Plus grande que celle de l'Allemagne, du Japon et du Royaume-Uni réunis. Cette industrie va ainsi se mettre à fabriquer des armes en quantité astronomique. Quelques chiffres pour donner l'échelle. Pendant la guerre, les États-Unis ont produit près de 300 000 avions, environ 86 000 chars, plus de 2 600 000 mitrailleuses et près de 41 milliards de cartouches. C'est plus que toutes les puissances de l'Axe réunies. Tout cela ira aux soviétiques par le programme de pré-bail, qui ira représenter à la fin de la guerre environ 11 milliards de dollars de l'époque, rien que pour l'URSS. Ces livraisons comprenaient des camions, des locomotives, des conserves, des avions, mais également du carburant, autant de matériel qui ont libéré les usines soviétiques pour qu'elles se concentrent sur les chars et l'artillerie. Le matériel ira aussi aux Britanniques, aux Français libres, à la Chine et aux soldats américains qui débarqueront en Europe à partir de 1942 en Afrique du Nord, puis en 1944 en Normandie. Hitler, par sa décision du 11 décembre 1941, a donc réuni contre lui 3 puissances majeures simultanément. L'Union soviétique, déjà engagée dans une lutte à mort sur le front de l'Est, la Grande-Bretagne et son empire, avec leurs ressources mondiales, et bien évidemment les États-Unis, avec leur économie écrasante. Sa décision a aussi assuré aux Alliés le contrôle progressif des routes maritimes de l'Atlantique, indispensable pour ravitailler l'Europe. Voilà pourquoi la déclaration de guerre aux États-Unis est, plus encore que l'invasion de l'URSS, la pire erreur d'Hitler. L'invasion soviétique était une erreur stratégique très grave certes, mais l'Allemagne aurait peut-être pu en surmonter les conséquences. La déclaration de guerre aux États-Unis, en revanche, a scellé le destin du Troisième Reich de manière définitive. L'attaque contre l'Union soviétique a garanti une guerre longue et brutale. La déclaration de guerre aux États-Unis a quant à elle garanti que cette guerre serait perdue. Hitler aurait pu se taire ce 11 décembre. Il aurait pu laisser le Japon se débrouiller tout seul dans sa guerre contre les Américains. Il aurait pu également garder Roosevelt face à un congrès et à une opinion publique partagée. Mais en déclarant la guerre, c'est ce jour-là qu'il a perdu la Seconde Guerre mondiale. C'est sans doute la décision la plus catastrophique de tout le conflit. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote qui résume tout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le célèbre réalisateur Frank Capra devait convaincre des soldats américains de partir se battre, alors même que beaucoup ne comprenaient pas pourquoi. Un des gros problèmes était que les États-Unis manquaient d'images fortes. Alors Capra prend une décision surprenante. Il utilise directement des images tournées par la propagande de Adolf Hitler, notamment celle du film Le Triomphe de la volonté, réalisé par Leni Riefenstahl. Mais au lieu de les montrer telles quelles, il les remonte à sa façon. Ainsi, des foules enthousiastes deviennent des masses inquiétantes, les défilés deviennent mécaniques et les discours de véritables menaces. Les images sont exactement les mêmes, sauf que le sens est totalement inversé. Et c'est ça qui est fascinant. La même séquence pouvait servir à la fois à glorifier un régime ou bien tout simplement à le dénoncer. Une preuve que dans cette guerre, tout ne se jouait pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la manière de raconter les images.